Abdoulaye. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier chaleureusement notre ami Adama Sow, qui est membre du cadre immédiat de l'islam et qui représente la communauté laïenne, Abdoulaye, et qui est également l'initiateur dans le cadre unitaire de toutes les initiatives, je me répète, qui concernent ces aspects que nous discutons aujourd'hui, et qui a également initié des collaborations avec Facebook, etc., pour le compte du cadre unitaire. Donc, pour les associations dont je parlais, il y a la thématique Abdourahmane, donc les Niassènes, la famille omarienne, il y a toutes les associations plus connues, et puis il y a aussi le Forum islamique pour la paix, l'association des 1111 imams de Casamance, des chercheurs, des universitaires, etc. Ibrahim Ali m'a posé tout à l'heure la question, est-ce que le clergé fait partie du cadre unitaire de l'islam? C'est déjà une question très singulière, mais qu'on peut poser au Sénégal, parce que quand on dit cadre unitaire de l'islam, c'est pour la paix et le vivre ensemble. Et donc nous avons en partage la paix et le vivre ensemble. Et nous collaborons beaucoup avec le Conseil national du laïcat et présence chrétienne, même si c'est autonomie et convergence dans ces deux principes. Alors, pourquoi nous intervenons? D'abord, le Sénégal a joui pendant très longtemps d'une réputation de terre d'exception, où le pluralisme des confessions et les particularismes des attachements doctrinaux ont toujours rimé avec harmonie et juste milieu, wasatiya, comme on dit. Des traditions séculaires de métissage et de mobilité ont préparé et enfanté une société où la parenté, la foi, l'ouverture à l'autre, l'acceptation de la pluralité, des principes de vie conciliants et des logiques dialogiques ancrées ont été. Pourquoi les temps semblent changer? En effet, comme vous savez, l'espace public sénégalais devient de plus en plus l'objet d'un travail de capture de la part de nombreux groupes qui s'y affichent de manière plus ou moins bruyante avec des projets plus ou moins structurés de refaçonnage de celui-ci selon leur propre dessein. La mondialisation accélérée reconfigure les identités individuelles et collectives et impose les mêmes questionnements sur les projets sociétaux ou civilisationnels que dans les pays africains, asiatiques, européens. Donc nous sommes dans une conjoncture inédite qui est particulièrement renforcée par l'élargissement de l'espace médiatique et la circulation mondialisée des idéologies extrémistes qui posent donc à notre société dont je viens de présenter le narratif, le roman national en tout cas, le plus connu ici au Sénégal et à l'extérieur, mais justement ces évolutions-là posent des défis importants à notre société. Et donc nous devons nous interroger tous, État, société civile, hommes politiques, religieux, pour aborder ce nouvel ère de médiatisation accélérée, etc. Donc pour pallier les graves risques que cette situation fait courir à notre pays, nous avons imaginé des mécanismes d'anticipation et de gestion sur les sources de conflits, avec des procédures d'intervention que nous cherchons progressivement à définir et à affiner, notamment avec Facebook, je l'ai dit tout à l'heure, et en remerciant encore Adama Sow, et aussi NDI. Nous avons pensé notamment à la mise en place d'une plateforme numérique, donc avec un site internet, page Facebook, compte Twitter, etc., annexée à celle du cadre unitaire pour une plus large visibilité des messages de vivre ensemble et également pour recenser les discours de haine que nous détectons tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes dans les médias et les réseaux sociaux.
la mise en place d'une cellule de veille pour détecter et contrer les discours de haine. Sur ça, depuis quelques années, nous avons, en collaboration avec Facebook, un mécanisme qui nous permet, s'il y a vraiment une intervention dans le Facebook sénégalais de quelqu'un et que cette intervention menace vraiment le vivre ensemble ou la cohésion sociale, d'intervenir par un canal jusqu'à Washington pour que ce poste-là soit enlevé le plus rapidement possible. Très difficile comme mécanisme parce que les gens qui veulent aussi faire du mal ont leur propre raison et également leur propre stratégie. Mais il nous est arrivé, par exemple, que un marabout assez connu perde sa page Facebook et qu'on y retrouve même des images porno ou même des messages complètement contraires à la vocation de sa page ou son discours. Je pense qu'il y a quelques jours, Cheikh Bass Abdul Had donnait l'exemple d'une information qui était passée selon laquelle il avait des valises de billets dans une ambulance. Et lui-même a été interrogé en cours de route, etc. Donc, il y a énormément d'informations fausses qui sont véhiculées toutes les minutes, toutes les secondes. C'est un vrai défi. Donc, nous comptons également avoir, à travers la prise de parole d'autorités religieuses, des lives mensuels, etc., pour donner la parole aux religieux, aux autorités coutumières, pour la promotion du vivre ensemble et la lutte contre les discours de haine. En plus des médias et des réseaux sociaux, nous essayons, à travers les médias, de faire passer des spots dans les radios et les télévisions avec donc la collaboration de certaines pièces, de certains groupes de théâtre, etc., pour montrer la dangerosité de partager n'importe quelle information ou de développer des discours de haine, notamment entre communautés ethniques ou religieuses. Nous comptons également mettre en place une offre de formation et de sensibilisation sur la promotion de la paix et la lutte contre les discours de haine. Dans tous les cas, le vivre ensemble sénégalais, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, est très peu enseigné dans les écoles, dans les curricula, et ça, nous aimerions vraiment de corriger. Et donc, nous avons lancé il y a quelques semaines, avec également l'appui de NDI, un manuel qui s'appelle Sénégal pluriel et unique pour un vivre ensemble exemplaire et qui a été produit en grande quantité. J'en ai amené quelques exemplaires, et qui a également été remis au ministère de l'Éducation nationale, qui, j'espère, en fera un bon usage. Nous avons, avec NDI, organisé plusieurs ateliers de sensibilisation des imams et prédicateurs, ainsi que des associations de maîtres coraniques qui sont non seulement dans la formation, mais aussi dans la prise de parole auprès de tous les des musulmans chaque vendredi ou à travers des prêches dans les radios. Donc, tous ces aspects-là sont en train également d'être développés. Nous pensons qu'il est également très important de travailler avec les autorités étatiques sur le renforcement de l'arsenal judiciaire en matière de lutte contre les discours de haine sur les médias et les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des organisations qui sont présentes ici qui sont aussi interpellées dans ce sens-là. Mais globalement, pour préserver le vivre ensemble, en faire un chantier national, après tout ce que nous avons connu ces dernières années, où vraiment le tissu social est abîmé, où dès qu'il y a une petite crise, on voit qu'il y a des clivages, il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Il faut vraiment en faire une priorité parce que, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est plus important que l'or, le pétrole, le gaz et tout ce que nous avons. Et donc, il faut absolument en faire un chantier national. Et donc, pour cela,
nous avons proposé au dernier candidat à la présidentielle, si je finis, je me dis. Voilà, donc on a fait 7 propositions. La première, c'est la création d'un ministère chargé des affaires religieuses et du culte et un conseil consultatif islamique. Pourquoi nous proposons ça? C'est pour aider à encadrer la nation et prévenir les conflits moraux, politiques, sociaux et religieux. Donc, nous sommes assez optimistes après la déclaration du Premier ministre il y a quelques semaines devant la délégation de Tivaouane qui était venue le voir, que ce ministère-là reviendra dans l'architecture gouvernementale et qu'il sera cette fois-ci pas juste un ministère pour la forme, mais un ministère présent au Conseil des ministres avec un budget et qui a un certain nombre de missions à accomplir. Nous pensons qu'il faut donc, pour renforcer le système éducatif, pour renforcer le vivre ensemble, refonder le système éducatif pour justement éviter une société de confrontation. Je pense que chacun d'entre vous comprend ce que je veux dire par là. Nous avons un système éducatif dans lequel je suis moi-même passé, qui est soutenu par l'État, etc. Et puis un autre système éducatif qui est très peu aidé. Et donc, il y a cette discrimination-là doit cesser. Là aussi, il faut qu'on y travaille. Il y a également la production et l'intégration dans les curricula de l'école des contenus de paix et de vivre ensemble, notamment ceux enseignés par les grandes figures religieuses de notre pays. Deux autres propositions qui nous semblent importantes. 3, la mise en place d'un observatoire du vivre ensemble, donc avec des mécanismes de gestion prospective et réactive des conflits, qui fait le monitoring des contenus médiatiques offensants, etc. Ensuite, une semaine nationale de la paix et du vivre ensemble au Sénégal. Nous pensons que la semaine de l'arbre, c'est important, la semaine de la journée de l'environnement, c'est important, mais le vivre ensemble mérite également une semaine où on la célèbre, où et il faut bien choisir la semaine autour du Ngalak, je crois, donc durant Pâques. Donc, parce que c'est justement cette semaine-là, avec le 4 avril, la fête, etc. Mais docteur, oui, je sais que... Ils vont se... Hein? Voilà. Ouais, mais merci de conclure aussi. Hein. Voilà. Et puis, une dernière proposition, vraiment, c'est de retravailler sur la famille. Voilà, pour en refaire cet instrument de protection, de socialisation et de transmission de nos valeurs. C'est ça que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation qui revient et qui met en valeur en tout cas le vivre ensemble. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il est menacé par ces différentes campagnes de désinformation, des fake news, les comportements des Sénégalais sur les réseaux sociaux qui frisent la désinvolture vraiment. Et je pense quand même que c'est important qu'on revienne à nos fondamentaux. Et cette question sur est-ce que l'Église fait partie du CUDIS, elle n'est pas anodine, parce qu'en réalité, au Sénégal, le dialogue islamo-chrétien est une réalité. Dans toutes les familles, les chrétiens et musulmans vivent ensemble sans aucun problème. Et je pense que c'est une de nos fiertés à travers le monde, et ça, quand même, tout le monde magnifie cela, et je pense que ça doit continuer. Et il a dit, hein, je pense que la semaine du Ngalak, parce que quand même le Ngalak, oui, non, je ne peux pas insister dessus, parce qu'effectivement, vous sentez une communion, une ferveur
à travers tout le pays. Donc, les SO qui voyagent de localité en localité et vraiment, c'est important dans un pays. En fait, c'est des choses qui peuvent sembler, disons, anodines ou bien vraiment pas trop d'importance, mais quand même, c'est très important pour la cohésion sociale. Et je pense quand même l'État doit s'inspirer de ça et surtout, ouais, non, il n'y a pas que l'Angalah, bien sûr, parce que aussi, la Tabaski, c'est comme ça, on invite nos amis chrétiens qui viennent fêter la Tabaski avec nous et tout. Et en tout cas, toutes les occasions sont magnifiées pour promouvoir cette cohésion sociale et c'est quand même très important. Et si vous avez fait attention, en tout cas, quand on parle de désinformation, parfois, en fait, elles visent les communautés. Elles visent les communautés et cherchent à créer, disons, une division ou bien à mettre en mal une communauté contre l'autre. Et si on ne fait pas attention, si on n'avait pas une société beaucoup mûre, je pense que on vivrait en tout cas les affres qu'ont connu d'autres pays. Et donc, heureusement que le Sénégal est un havre de paix et qu'il y a des organisations comme le CUDUS, comme aussi le clergé, les familles maraboutiques, qui tiennent beaucoup en tout cas à cette cohésion et qui travaillent pour, disons, le respect des fondamentaux. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Nina Pendefay, donc, qui va revenir sur la lutte contre la désinformation basée sur le genre, avancée et perspective. Donc, Nina, qui est aussi la chargée de communication de l'organe d'autorégulation des médias, le CORED. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Les femmes sont c'est très bien. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance. Je salue les doyens, les confrères qui sont ici présents. Je vais aller très vite. Je vous remercie de nous permettre de revenir pour échanger avec tout le monde et tous les acteurs qui ont travaillé autour du projet Atelier la désinformation. Je vais juste démarrer par voilà, une petite présentation. On va passer. Je suis Nina Pendefay, je suis journaliste, sortie du CESTI. Je suis membre du CORED. On est à une année d'exercice depuis juin 2023. Et je suis une femme des médias avec une expérience d'une vingtaine d'années. Donc, en démarrant par la radio et ensuite l'audiovisuel à travers une émission que tout le monde a peut-être regardée pendant un certain temps, l'émission Femmes africaines modernes sur la 2STV. Je suis journaliste, je suis activiste, je suis féministe. Je précise que certains vont dire oui, les féministes, elles vont faire focus sur la défense des droits des femmes et des enfants. Mais il faut bien, parce que nous sommes face à une situation qui est très difficile. Et pour moi qui suis peut-être de l'ancienne école, je suis un peu dépassée par ce qui se passe en ce moment. Et je pense que les médias ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe parce que nous avons laissé le terrain à d'autres. Et la nature ayant horreur du vide, nous avons un phénomène qui est devenu aujourd'hui une arme de destruction massive, face à laquelle il faut bien évidemment trouver des solutions et il faut que nous trouvions ensemble des solutions en mettant toute notre énergie en synergie, donc une synergie d'action. On va revenir sur la définition des mots-clés, la désinformation genrée qui est un sous-ensemble des abus, des violences misogynes à l'encontre des femmes, qui prend la forme de narratifs mensongers ou trompeurs fondés sur le genre et le sexe. Souvent dans une certaine mesure de manière coordonnée et dont le but est de dissuader les femmes à participer dans la sphère politique, dans la sphère publique, pardon. Donc les auteurs
on recourt à des stratégies pour réduire les femmes au silence et décourager par rapport au discours politique en ligne. Je vais donner des exemples tout à l'heure et façonner les perceptions sur le genre et le rôle des femmes dans les démocraties. Donc, les auteurs, par rapport aux cibles, nous avons les auteurs de la désinformation genrée qui ciblent les femmes, comprennent les acteurs non étatiques, aussi bien qu'étatiques, les acteurs qui utilisent également les actifs médiatiques, leur contrôle et l'environnement de l'information et parfois des usines de trolls soutenues par l'État et d'autres acteurs. Je vais m'arrêter un peu. Les usines de trolls, avant de passer au genre, nous avons vu dans certains pays comme le Rwanda et comme le Tchad récemment que des femmes qui ont été candidates à la présidentielle sont retrouvées dans une situation où des images de leur vie privée se sont retrouvées dans la sphère publique, sur les réseaux sociaux. Et quel est l'objectif de ceux-là qui ont publié ces images? Pour une candidate à la présidentielle, au Tchad, on subtilise son téléphone dans sa chambre et on partage ces informations sur les réseaux sociaux. Avant de partager, on lui envoie un message pour lui dire « Vous nous donnez tant d'argent, sinon on publie des images de vous sur les réseaux sociaux. » Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À la dissuader d'une manière ou d'une autre parce qu'elle est candidate à la présidentielle. Est-ce que les arguments n'auraient pas dû être des arguments par rapport à la proposition de programme qu'elle veut faire en tant que candidate à la présidentielle? Donc, voilà un exemple de désinformation genrée parce que nous touchons à des informations qui sont censées être privées, qui se retrouvent dans la sphère publique et cette femme est obligée de retirer sa candidature parce que sa dignité, parce que son honneur sont touchés. Alors, sur l'aspect concernant le genre, nous sommes allés chercher quelques définitions qui pour nous sont importantes et je voulais partir de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre au Sénégal concernant le genre. Parce que pour certains, ça aussi c'est une désinformation. On nous dit quand on parle de genre, c'est autre chose. Ou on fait allusion à autre chose. Et notamment les LGBT. Pour régler le problème, nous sommes allés chercher, étant donné que nous sommes des journalistes, dire ce que les textes du Sénégal disent concernant le genre. Le genre dans le dictionnaire masculin, féminin, sans plus ni moins. C'est ce qu'on dit dans nos textes. Pour ne pas justement ajouter de l'eau au moulin de ceux qui sont dans la désinformation concernant les politiques, concernant la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre. Nous parlons d'hommes et de femmes. Nous parlons également d'équité et d'égalité concernant les droits. Toujours sur l'analyse du genre, je vais passer pour ne pas perdre beaucoup de temps. Pouvons-nous parler de désinformation genrée? Oui. Pourquoi? Parce que des thèmes de désinformation genrée parmi lesquels figurent l'utilisation généralisée des stéréotypes sexistes, l'hypersexualisation et le ciblage politique des femmes dans le but de leur faire honte et de les discréditer. C'est ce que j'ai dit tantôt dans le... Allez. On va aller sur des exemples. Allez. 2023. Voilà ce que nous avons trouvé dans les médias sénégalais concernant l'actualité des femmes et surtout des femmes en politique.
qu'est-ce qu'on remarque? Qui voit quoi? Qui voit quoi? Qui voit qui? Qui voit quoi et qui voit qui? Et qu'est-ce que les médias sénégalais disent? Ou qu'est-ce que certains journaux sénégalais disent sur les femmes en politique? En 2023, nous avons des femmes candidates à la présidentielle. Et le journal, il intitule « Bluff ou réalisme ?» Les femmes au palais en 2024. Pour moi, Nina Pandefeuille, je vais m'insurger parce que je n'aurais pas souhaité que Aïda Mbodj, qui est quand même une femme d'expérience dans le monde politique au Sénégal, soit dans à la une du Point et qui dit est-ce qu'elle est dans le bluff ou dans le réalisme. Oui. Et pourquoi? Pourquoi on n'aurait pas dit la même chose pour les hommes qui viennent d'être pour la première fois candidats à la présidentielle? Pourquoi? Pourquoi pas les hommes? D'où ma question, Lisa. Pourquoi pas les hommes? Si on le fait pour Aïda Mbodj, on le fait pour les autres qui sont pour la première fois candidats. Je suis d'accord. Oui. Pourquoi? Bon. C'est de la stigmatisation. On est dans la stigmatisation. Autre une. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur les femmes? Aminata Mbengue Ndiaye, la tribune. Donc, 2023, voilà. Le feu couvre au PS. Nous avons l'image de Aminata Mbengue Ndiaye. Et l'info, Aïssata Tall Sall sur... Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Qui voit quoi? Allez? Qui voit quoi? Qui est positif ici, comparé à ce qu'on a vu pour le slide précédent? Oui, ça y est. Oui. Voilà, très bien. Comparé à la une où le Point nous dit est-ce qu'elles sont dans le bluff ou dans le réalisme. Très bien. Parfait. Allez. Allez. Donc, la désinformation qui consiste à utiliser les médias pour transmettre des informations partiellement ou totalement fausses dans le but de tromper et de cacher ou de déformer la réalité. C'est ce que nous avons vu précédemment dans la comparaison des deux, l'analyse comparative des unes en 2023 et l'autre partie pour montrer certains médias qui sont restés quand même dans l'information juste et vraie et ne pas être dans le sexisme et dans la stigmatisation concernant les femmes en politique. Qu'est-ce qui a évolué? Parce qu'en 2023, nous avons présenté quelque chose sur la désinformation genrée avec les jeunesses politiques. Il y a 1 an, donc avant les élections. Ce que je tire de tout cela, c'est que toutes les formations qui ont été faites par le NDI et les partenaires nous ont permis et ont permis à beaucoup de femmes
de revoir leur présence sur les réseaux et de revoir comment communiquer sur les réseaux. Et ça, c'est des captures de pages de femmes qui ont été candidates. Nous avons Antabara Kangom, nous avons Aïda Mbodj, qui est actuellement la déléguée générale de la DRFJ. Nous avons Aminata Touré. Et nous sommes allés voir les commentaires sur les publications concernant les informations qu'elles partagent dans le cadre de leurs fonctions. Et ce qu'on constate en regardant un peu, en faisant le monitoring, c'est qu'il y a moins d'attaques de haine les concernant et il y a beaucoup plus de bienveillance. Et ça, nous saluons le travail qui a été fait par le NDI en formant les femmes en politique pour leur permettre d'avoir cette attitude sur les réseaux sociaux. Je sais que Djali va revenir là-dessus et comment elles peuvent, voilà, pouvoir qu'elles peuvent informer et revenir sur les actualités qui les concernent. Mais nous avons toujours des résistances. J'aimerais qu'on lise ce commentaire pour voir qu'il y a toujours certains haters qui ne manquent pas de s'exprimer sur les réseaux et d'être très, très, très violents concernant, voilà, certaines personnes, certaines femmes en politique. Pardon. Tout le bruit qu'elle fait et tous les signaux de détresse qu'elle lance, c'est uniquement pour dire à son groupe de faussaires qu'elle est là et qu'elle n'a pas encore reçu sa part du butin. Elle est surtout intéressée par la présidence de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'elle danse du Moulay Tcheguigne et du Houarmbi. Voilà. Voilà le contenu du commentaire. Mais Nina, il va falloir boucler. Allez. Parce que le temps est épuisé. Nous allons terminer par, voilà, cette phrase du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la lutte contre la désinformation. Il nécessite des investissements durables dans le renforcement de la résilience de la société et de la maîtrise des médias et de l'information. Merci beaucoup. Je vais juste dire au docteur Gay, la semaine du vivre ensemble, j'achète. L'Observatoire national j'achète. Et je fais mienne toutes les recommandations qui sont revenues sur ce que nous avons fait pendant une année sur atténuer la désinformation. Rappelons que nous ne pouvons pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dire que nous allons tous y arriver à 100% parce qu'il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui font à la limite le travail des médias sans être des journalistes formés à bonne école, qui ne savent pas ce que c'est que de recouper l'information avant de la donner. Et je terminerai par un message qui est celui-ci concernant les hommes au pouvoir aujourd'hui ou ceux qui sont au pouvoir avec leur jeunesse politique. Je pense qu'il nous faut informer et sensibiliser plus qu'on ne l'a déjà fait. Ce que nous avons fait est extrêmement important. Nous avons des résultats, 89% d'impact, c'est énorme, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Sensibiliser et informer, et surtout dans les langues, à travers des capsules pour dire que il nous faut tous et toutes aller dans l'éducation des médias et informer afin que nous puissions tous comprendre ce qu'est la désinformation et surtout la désinformation basée sur le genre ou la désinformation genrée. Je vous remercie. Merci beaucoup Nina pour l'effort de recherche et surtout cette recommandation très importante parce qu'effectivement l'éducation des médias est d'une importance capitale pour que le public puisse comprendre parfois certains titres et surtout la logique des médias parce que parfois ils jugent les journalistes à tort et ne comprennent pas qu'en fait il y a certains titres qui sont allusifs, d'autres incitatifs, d'autres informatifs. Parce qu'en fait, pour l'utilisation des mots, tout a un sens dans une rédaction. Et ça, quand même, moi, je pense que même des gens avertis ne comprennent pas, en tout cas, parfois, disons, les subtilités
du métier de journalisme. Et bon, pour revenir un peu à l'exemple du Rwanda, moi je pense qu'au Sénégal, il y a des exemples encore beaucoup plus importants comme le bashing contre Anta Babacar. Et je pense qu'il a fait replier sur soi parce que au départ, elle communiquait beaucoup, elle était sur le plateau, elle était également aussi sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu vraiment une attaque en règle contre cette dame qui finalement, elle s'est recroquevillée sur elle-même et ne voulait plus faire de sortie. Elle a refusé à beaucoup de demandes d'interview parce que simplement, en fait, les attaques, elle pensait en fait que ça allait la desservir. Or, moi, je pense quand même, ces attaques, elles n'étaient pas du tout orthodoxes, mais quand même, elles ont quelque part propulsé la dame, même si elles ont voulu être négatives, mais quelque part, je pense que ça a créé un élan de sympathie auprès d'une certaine population, surtout qui pense quand même qu'une femme a voix au chapitre. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on soit macho et qu'on se dise que seulement les hommes doivent diriger ce pays. Et je pense qu'une bonne partie, malheureusement, pense autrement, mais quand même, nous avons vu que des dames se sont imposées, comme aussi Aminata Touré, qui aussi a fait l'objet d'attaques parfois, disons, en bas de la ceinture, parce que nous avons vu. Et ça, quand même, dans les commentaires, parfois vous voyez des choses, vous vous dites, mais comment des gens censés peuvent dire ces choses-là sur une dame qui peut être leur mère ou leur grand-mère ou leur sœur? Parce qu'il y a des choses quand même que moi, je pense que la morale réprouve. Mais bon, c'est comme ça la politique. Quand on y entre, il faut s'attendre à tout. Et donc, je pense qu'elle s'était préparée aussi à ça. Mais toujours est-il que quand même, on est au Sénégal et il y a des standards à respecter. Et notre société quand même est habituée à beaucoup plus de décence et de responsabilité. Et donc, je vais essayer de donner la parole à Ayoba. Après, essayer de faire un résumé beaucoup plus global de toutes leurs interventions. Bon, Ayoba Faye, il est journaliste, il est activiste. Et donc, c'est quelqu'un qui est très connu de la blogosphère, qui ne se présente plus. Et donc, il est journaliste depuis plus d'une dizaine d'années et a été à Wolf Grand Place et dans beaucoup de presse en ligne avant d'être le rédacteur en chef de Presse Afrique. Et aujourd'hui, il est à Wolf Net. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Ayoba Faye, qui va nous parler du rôle de l'activiste et de l'influenceur dans la lutte contre la désinformation. Tu as la parole. Merci, Ibrahima Issa Faye, mon ancien patron. Comme il l'a dit, j'ai été rédacteur en chef du journal en ligne Presse Afrique de 2016 à 2024, février 2024, l'année où, le mois où j'ai quitté pour rejoindre Walfadjri. Donc, je m'appelle Ayoba Faye. Je suis journaliste depuis janvier 2011. J'ai commencé, comme il l'a dit, à Wolf Grand Place au quotidien avec Feu Jean Meïssa Diop et les Moustapha Diop et autres, pour ensuite, vers 2014, aller me former dans une agence web marketing dans les nouveaux médias. Et c'est en 2006 donc que j'ai rejoint Presse Afrique. Donc voilà, je suis invité ici par le NDI à parler du rôle de l'activiste et de l'influenceur dans la lutte contre la désinformation. Vous savez, l'information, quand on parle de désinformation, c'est qu'il y a une information qu'on a diffusée et qui s'est révélée fausse. L'information, c'est un métier. Et c'est un métier qui est exercé par des journalistes qui ont été formés à l'école ou dans les rédactions. Donc l'information, c'est vraiment un métier qui s'apprend dans les écoles et qui se pratique dans les rédactions. Maintenant, quand on parle de désinformation, Nina a un peu défini le terme tout à l'heure dans son exposé. C'est une donnée diffusée sciemment
par quelqu'un ou par une organisation en tout cas, dans le but de manipuler ou de tromper une partie de l'opinion ou l'opinion tout court. Donc, le rôle que peut avoir un activiste ou un influenceur dans la lutte contre la désinformation peut vraiment nous convoquer à nous pencher sur la question. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'information, c'est un métier. Et ce n'est pas le métier de l'activiste et de l'influenceur. L'influenceur, c'est quelqu'un qui, de par son statut ou par son exposition médiatique, arrive à influencer, de par ses contenus, un certain nombre de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux pour la plupart. L'activiste, c'est quelqu'un qui est dans l'action, sur le terrain. Si je devais donner une définition simple de l'activisme au Sénégal, je citerai tout simplement un nom, Guy Marius Sagna. Il est tout le temps dans l'action et auprès des communautés impactées pour combattre ce qu'il conçoit comme une injustice ou une iniquité. L'homme a vraiment fait du chemin dans l'activisme au Sénégal. Il a sacrifié sa vie de famille, son intégrité physique. Parfois, il a été battu. On se rappelle à l'aéroport, quand il se dressait contre les forces de défense et de sécurité qui voulaient expulser l'activiste, son collègue activiste Kémy Seba. Il a été battu ce jour-là devant moi à l'aéroport international. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui a souvent sacrifié sa liberté pour ses actions. Et on ne peut pas compter le nombre de fois où Guy Marius Sagna a été arrêté par les forces de défense et de sécurité. Donc, pour parler d'activisme, vraiment, c'est ce que fait Guy Marius Sagna. Aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour sans que des populations viennent lui soumettre des revendications, des problèmes, pour qu'il s'exprime là-dessus, parce qu'il a une certaine influence ou qu'il intervienne dans les médias. Non seulement c'est un activiste, mais c'est un très grand influenceur pour moi. Il est suivi sur les réseaux sociaux par des dizaines, voire des centaines de milliers de gens. Figurez-vous que juin dernier, pour vous parler de la complexité de l'information, juin dernier, il a été interpellé par les populations de Keur Ndiaye Lo. Ces dernières ont remarqué des camions et des conteneurs dans un entrepôt près du village. Un autre activiste basé aux États-Unis, du nom de Tunkara, a fait véhiculer une information selon laquelle ces conteneurs et ces camions contenaient des bombes et des armes. Vous voyez la gravité de la chose. Les populations sont mises à s'inquiéter, ils ont interpellé les autorités, ils n'ont pas eu de réponse convaincante, le maire notamment. Alors, ils sont allés voir Guy Marius Sagna qui s'est déplacé sur les lieux. Il a fait naturellement une communication sur la question pour interpeller les autorités. Alors que ces conteneurs, quand on a vérifié l'information, en tout cas quand j'ai vérifié l'information, ces conteneurs et ces camions étaient c'était juste un local en tout cas loué par les Nations Unies parce qu'après la fin de la mission MINUSMA au Mali, il fallait vraiment évacuer les bagages de leur convoi là-bas, le temps de les transférer dans les autres pays, au Nigeria, etc. Donc, une fausse information comme ça a été véhiculée par un activiste basé aux États-Unis sur Internet, qui a fait peur aux populations, qui ont interpellé ensuite un activiste comme Guy Marius Sagna pour qu'il s'exprime sur la chose. C'est sur la base d'une fausse, tout est parti sur la base d'une fausse information. Et Guy Marius Sagna, n'étant pas journaliste et n'ayant pas les moyens peut-être qu'ont les journalistes pour vérifier, pour faire la triangulation nécessaire, est allé à Keur Ndiaye Lo rencontrer les populations, faire des photos et des vidéos sur les conteneurs et les camions qui étaient sur place et qui étaient censés, selon l'autre activiste là, contenir des bombes. Donc voilà, en quelque sorte, la complexité de la chose. Comment vraiment faire jouer un rôle aux activistes ou aux influenceurs dans la lutte contre la désinformation. Si les activistes et les influenceurs n'ont pas les moyens ou les outils nécessaires pour faire les vérifications devant une donnée qui leur est présentée et qui souvent, après vérification, se révèle
se révèlent fausses. En juin dernier, j'ai été en Allemagne dans un voyage d'études sur la désinformation en Afrique de l'Ouest. On a eu un entretien avec un universitaire sur la question, le docteur Wolfram, qui ce jour-là, après être sorti de cet entretien, le docteur nous a mis tous devant nos limites en tant que professionnels de l'information et de la communication qui sommes censés lutter contre la désinformation et les fake news. Vous savez, il y a des entreprises de désinformation dans le monde. C'est pas des choses qui sont faites par un ou deux individus. C'est des entreprises qui sont bien organisées et qui savent par quels canaux diffuser ou distiller les fausses informations. Et nous, les journalistes, nous sommes un peu, je vais utiliser le terme bornés quant à la lutte contre la désinformation, parce que nous faisons souvent des fact-checking et autres pour essayer de contrer les flux de désinformation. Mais le docteur Wolfram nous a fait comprendre que ces pratiques que nous faisons, notamment le fact-checking, pas assez, en tout cas, assez bonne pour repousser les flux de désinformation. Je m'en suis rendu compte quand je suis revenu au Sénégal et qu'en 2024, quand l'ANSD a publié son rapport général sur la population et l'habitat, le dernier recensement, et que la question des 345 divorces par jour au Sénégal est revenue à la une de l'actualité. Alors que j'avais moi-même fait un travail de fact-checking en 2021 sur la question en démontrant, après avoir contacté l'ANSD, qu'il n'y avait pas 345 divorces au Sénégal, que c'était faux. Que celui qui avait diffusé cette information sur les réseaux sociaux, c'était basé sur un modèle de calcul qui était faux. Donc, quand je me suis entretenu avec le docteur Wolfram en Allemagne, qui me disait que la technique que vous avez de lutter contre la désinformation n'est pas la bonne technique, que vous laissez de côté les réseaux qui capitalisent le plus de population au monde. Par exemple, TikTok, moi, j'ai pas jugé utile à l'époque de créer un compte d'avoir un compte TikTok, alors qu'il y a 1,7 milliard d'individus sur TikTok. Il y a 3 milliards d'individus aujourd'hui sur Facebook. Il y en a 1 milliard sur Instagram. Alors, si vous voulez lutter contre la désinformation et que vous laissez de côté ces médias-là, vous passez à côté de votre cible naturellement. Vous donnez un autre exemple. Il y a le chef du parti de l'extrême droite en Allemagne. Parce qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle, il y a une organisation qui a été créée par l'Union européenne pour lutter spécifiquement contre la désinformation. Ils produisent des articles et le publient sur leur site. Mais quand tu vas sur leur site, aucun article n'a plus de 100 lectures. Est-ce que la cible est atteinte? Non. Ils ne sont pas sur TikTok. Alors que ils sont censés lutter contre les 22% de jeunes qui veulent voter contre les partis d'extrême droite en Europe. Alors qu'il y a le président, le chef du parti de l'extrême droite allemand qui va créer un compte TikTok. Il dit aux jeunes, en Allemagne, un jeune sur 3 n'a pas de copine. Votez pour l'AfD et vous aurez une copine. C'est simple. Il le dit sur TikTok et il y a une masse énorme de jeunes qui croient en cette parole. Alors qu'il n'y a aucun lien entre voter l'AfD et avoir une copine. Mais lui, il est sur TikTok. Les autres là qui sont censés faire la lutte contre la désinformation, le fact-checking, comme moi, nous ne sommes pas sur TikTok. Nous sommes sur nos sites internet. Nous croyons que nous sommes importants, que nous sommes lus. Alors que lui, le chef de l'extrême droite allemand, il est suivi par 4 ou 5 millions de personnes. Moi, je ne suis même pas suivi par 100 000 personnes. Donc,
sa parole impacte les jeunes sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas capable d'aller là-bas pour dire que ce qu'il dit là est faux. Donc, c'est à nous de nous réinventer. Et c'est là que devient important d'impliquer dans notre stratégie de lutte contre la désinformation les activistes et les influenceurs. Parce qu'un influenceur, comme par exemple au Sénégal, vous avez des influenceurs qui ont plus d'1 million de personnes qui les suivent sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook. Vous ne pouvez pas lutter contre la désinformation en les laissant en rade. C'est pas possible. Bien que nous sommes des journalistes, nous avons les moyens et les outils de collecter, de traiter et de diffuser les informations. Mais nous n'avons pas cette influence-là qu'ont les influenceurs et les activistes. Donc, c'est le lieu maintenant de travailler peut-être ensemble avec ces gens-là dont la parole peut porter très, 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 très loin pour essayer vraiment de circonscrire ce fléau-là, parce que c'est un fléau aujourd'hui, la désinformation, qui peut brûler un pays en une fraction. Je vais vous raconter une dernière anecdote. Le 9 janvier dernier, vous savez, nous faisions depuis le début devant le Conseil constitutionnel à l'époque. Je travaillais pour l'ISA, à Presse Afrique, pour attendre ce jour-là, parce que c'était le deuxième tour contrôle des parrainages, et c'est ce jour-là que le président Bassirou Diomaye Faye devait passer. Tout le Sénégal attendait son passage, parce que s'il était éliminé, le PASTEF n'avait pas de candidat. Vers 18h25, quelqu'un qui était là-bas, je ne sais pas si c'est un journaliste ou c'est seulement un producteur de contenu, a dit devant toute l'assistance que le dossier de Bassirou Diomaye Faye a été invalidé. Alors les gens ont commencé à se poser des questions. Bon, moi j'avais des sources à l'intérieur. J'envoie un message. Il me dit non, c'est pas encore fini. Le contrôle n'est pas encore fini. Mais l'information était déjà partie. Vous imaginez le risque qu'il y avait à dire que la candidature du président Bassirou Diomaye Faye a été invalidée. Ça pouvait être source de tension dans ce pays-là. Heureusement que 5 minutes plus tard, ma source me revient pour m'envoyer un message pour me dire que son dossier a été validé. Et vous imaginez un peu l'impact. Quand j'ai tweeté que Bassirou Diomaye Faye est le 20e candidat validé, non, son parrainage a été validé, en 5 minutes, le tweet a été lu 50 000 lectures en 5 minutes. C'est-à-dire que le monde était là, scotché tout le monde était là, scotché à son téléphone à attendre qu'on donne l'information liée au dossier de Bassirou Diomaye Faye. Si jamais, par exemple, je tweetais sa candidature était invalidée et que c'était faux, ça pouvait être source de tension. Voilà comment une simple fausse information peut brûler un pays. Et ça a des conséquences parfois qu'on ne peut pas mesurer. Donc aujourd'hui, il est temps, je pense, que le journaliste professionnel des médias, en tout cas, se lie avec activistes et influenceurs qui, je le rappelle, n'ont pas toujours les moyens ou les outils nécessaires, peut-être la connaissance, de vérifier si telle ou telle donnée reçue est bonne, est réelle ou est fausse. Et donc, pour travailler ainsi avec les journalistes, notamment lutter contre la désinformation. Voilà ma recommandation sur ce point-là. Merci beaucoup Ayoba. Je pense que c'est quand même très enrichissant parce que comme il a expliqué un peu le rôle de l'activiste et surtout la vérification des faits, parce qu'en réalité sur la toile beaucoup d'informations circulent et parfois ce sont des sources non autorisées qui donnent l'information. Et chez nous, journalistes, il y a ce qu'on appelle sources autorisées, les sources directes et les sources intermédiaires. Et il faut pouvoir identifier tous ces types de sources
avant de prendre une information et de la partager. Et c'est le rôle des journalistes. C'est pour ça que quand il y a, disons, les activistes qui partagent l'information, s'ils ne sont pas réputés, ils ne sont pas à suivre. Parce que c'est des vecteurs de la désinformation. Une information, on peut être pressé à la donner, mais bien entendu, si vous n'arrivez pas, disons, à cerner les tenants et les aboutissants, à avoir la bonne source d'abord, à vérifier d'abord si elle est authentifiée ou pas, également aussi si elle a de l'intérêt aussi pour la population. Parce que parfois, il y a des informations authentifiées et qui peuvent quand même détruire, disons, une personne ou bien une nation. Donc tout ça, cela relève de la responsabilité de la personne qui donne l'information. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons une ère où beaucoup de gens s'autoproclament activistes, influenceurs, et toutes sortes d'infos circulent. Et sur TikTok, surtout, en fait, c'est un peu de l'extravagance quelque part. Et donc, nous avons une société à réinventer. Il y a vraiment un travail à faire. Et heureusement, on est là aujourd'hui pour ça, pour parler de ça. Mais également aussi, je pense que l'État devrait surtout s'intéresser davantage à ça et mettre en place un plan vraiment qui permettrait, disons, de limiter les dégâts de la désinformation et surtout éduquer la population sur l'utilisation des technologies. Parce que c'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont considérées juste comme un moyen pour paraître, pour vraiment être percutant et, disons, être le premier à raconter des choses. Or, quel est l'intérêt pour la population? Et je pense que quand même, Ayoba, entre février et mars, le Sénégal était dans un moment charnière où le pays pouvait basculer à tout moment. Et les gens guettaient l'information. Mais heureusement, quand même, il y a eu des gens et des médias qui ont été là pour donner la bonne information. Parfois même pour faire violence et ne pas divulguer certaines informations qui pourtant venaient parfois de sources connues et reconnues. Ça, il faut quand même le dire. Je ne dis pas des sources autorisées, mais des sources connues et reconnues. Mais il faut un discernement pour savoir si cette information est à publier ou pas. Voilà, sans plus tarder, je vais ouvrir les débats et prendre les noms des intervenants. Je vais commencer par Malal Tala. Et qui d'autre veut prendre la parole? Non? Et vous présentez, vous donnez le nom, s'il vous plaît. Hein? Cher Bamba Fall. À qui d'autre? Foué Babacar Fall. Oui. Djali Kumba, présidente Aoniaï. Parce que nous avons quand même une ancienne présidente de la CDP, la Commission des données à caractère personnel, qui joue un rôle formidable, surtout dans la lutte contre la désinformation, mais aussi pour la lutte contre, en fait, la protection de la vie privée des usagers de l'Internet. Et ça, quand même, c'est très important. Elle a été présidente de la CDP pendant, je pense, 7 ans, c'est ça? 8 ans. Quand même, c'est très important. Merci, présidente. Eliman Fall. Ibrahima Gueye. Oui, Eliman Fall, c'est déjà noté. Une dame, oui. Mais je n'ai pas encore de dame hein, sur ma liste. Présidente, oui. Ah oui, enfin.
Là, on a 6. C'est bon, Antana? Ok, donc je donne la parole à Malal Tala. Chacun a 3 minutes. Merci beaucoup, Ibrahim Lissa. Je me présente Malal Almamitala, plus connu sous le nom de Fou Malade. Je suis rappeur de profession. Je suis également membre fondateur du mouvement Y'en a marre. Je suis président de Guédiawaye Hip Hop, une association en banlieue qui travaille beaucoup avec NDI. Et je suis également, depuis quelques mois, je suis installé comme membre du Conseil économique, social et environnemental. Je suis très content de participer à cet atelier parce que c'est un atelier de renforcement, d'échange, qui me permet de comprendre et de m'enrichir et aussi de donner ce que je sais de peu. Je salue la qualité de toutes les interventions, allant de ma sœur Nina Pendafay, que je connais depuis très longtemps, à mon grand frère, Monsieur le ministre Bassirou, qui fait partie de mes formateurs, parce que j'ai un passé de militant de gauche à AJPADS, parce que je suis d'une famille de gauche. Je salue également Ayoba, que je découvre avec beaucoup que j'ai écouté. Mais je voudrais quand même qu'on rétablisse un certain nombre de choses. Je n'ai rien contre Guy Marissagna, c'est un ami. Mais le présenter comme un activiste, je ne suis pas d'accord. Un activiste ne prend pas, ne doit pas être un membre d'un parti politique. C'est essentiel de marquer. Un activiste, il est caractérisé aussi par son équidistance. Il n'épouse pas une idéologie politique. Parce que l'activiste, il critique le politique. Il ne fait pas allégeance au parti politique. Pour moi, c'est fondamentalement important. Et l'histoire de l'activisme au Sénégal ne commence pas avec lui. Pour moi, le présenter comme ça, c'est insulter le travail des autres. Oui, le mouvement Y'en a marre est un mouvement très important. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, le mouvement Y'en a marre a joué un rôle important. Maintenant, on peut avoir des avis différents sur ce que le mouvement a fait. Parlant, oui, des gens ont été arrêtés, nous avons même fait la prison au Congo. C'est important pour moi, c'est important. Je ne le dis pas parce que effectivement, j'ai quelque chose contre qui je ne suis pas. Ce n'est pas mon approche. Ce n'est pas mon approche de dire parce que je suis quelqu'un qui le soutient, parce que je sais que c'est un militant très convaincu, qui est tout le temps présent. Il continue le travail. C'est l'un des meilleurs parlementaires. Il est excellent, il fait un excellent travail. Mais il ne faut pas passer sur ce que les gens ont fait. C'est important. Revenons sur la définition de l'activiste. L'activiste, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est dans la contestation, c'est quelqu'un qui est dans la proposition. Parce que c'est la contestation, effectivement, qui est sensationnelle. Malal est devant le palais. Ça fait ça, c'est chaud. Ça fait la une des journaux. Mais Malal est en train de planter des arbres. Ça n'intéresse pas la presse. Sinon, je dirais peut-être que Ali Haïdar est un activiste, un grand activiste. Il a replanté la mangrove un peu partout au Sénégal. Et il a repeuplé certaines zones où il n'y avait plus de poissons, où il n'y avait plus de produits halieutiques. Il a permis à des femmes sérères de retourner, de reprendre leur travail parce qu'il a planté, il a replanté, il a reboisé la mangrove. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'on limite l'activisme à de la contestation. L'activisme, c'est aussi de la proposition. À Guédiawaye,
nous avons redonné de l'espoir à énormément de jeunes, des éclopés sociaux, des gens qui avaient perdu espoir, qui sont dans une situation d'échec scolaire, et nous avons créé un espace alternatif qui permet à ces jeunes-là de s'exprimer, d'apprendre, de rencontrer d'autres jeunes et puis de les outiller sur des questions de la démocratie grâce à NDI, grâce à OSIWA, grâce à l'État même du Sénégal. On fait beaucoup de choses, on intervient dans la prison pour anticiper la réinsertion sociale. Ça aussi, c'est de l'activisme. Même si ça n'intéresse pas la presse, parce que ce qui intéresse véritablement, parce que la presse, ce qu'elle cherche, c'est vendre son journal. Un problème entre Cheikh Dieye et Cheikh Dieng, oui, ça intéresse tout le monde, parce que c'est de la polémique. Maintenant, il faut peut-être qu'on revoie notre approche au niveau de nos propres médias. C'est à mon avis important. Un jour, j'ai approché Ibrahim Lissa Faye, il y a quelques années, parce que juste après 2012, l'État du Sénégal, la République, s'est mobilisée pour déstabiliser le mouvement Y en a marre. Ils ont dit énormément de choses qui sont fausses et la vérité n'a jamais été rétablie par la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après que Macky Sall ait eu à proposer à Y en a marre de travailler avec lui en proposant des postes de direction, de ministère, etc., Y en a marre a dit non. Ce qu'on souhaiterait, c'est de te rencontrer tous les 6 mois pour te faire le poids et te donner notre opinion sur ce qui se passe au niveau social. Macky Sall a dit OK, mais il n'a jamais respecté cela. Après, certains États, en fait, je peux parler de beaucoup de chefs d'État, se sont organisés pour dire il faut qu'on se prépare contre les mouvements sociaux parce qu'ils constituent un danger contre notre projet. Parce que le projet de nos chefs d'État, nous le savons tous, c'est de confisquer la démocratie, c'est de corrompre, c'est la malgouvernance, c'est tout cela. Et nos chefs d'État se sont organisés en cartel avec une certaine presse, effectivement, pour déstabiliser ces mouvements sociaux-là. Y en a marre a reçu Georges Soros. Y en a marre a reçu Laurent Fabius. Avec la presse, en invitant toute la presse était là. La presse était au courant de ce qui a été dit dans ces conférences de presse. Mais quand la campagne de déstabilisation de Y en a marre a commencé, c'est cette même presse qui disait que Y en a marre était soutenu par des lobbies français. Alors que Laurent Fabius voulait nous inviter à l'Institut français. On lui a dit qu'il faut traverser les routes, venir en banlieue pour voir ce qui se passe, pour voir effectivement ce qui fonde la création de ce mouvement social. Georges Soros, pareil. Après, c'était Oxfam. On a touché la question de l'homosexualité parce que c'est sensationnel, pour dire que Y en a marre était soutenu par des lobbies homosexuels et financés. Et pourtant, la presse qui était là savait que Y en a marre n'était pas soutenu, subventionné par Oxfam pour promouvoir l'homosexualité. Non, mais c'est important que je le dise. Il faut conclure aussi parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir. Ah, mais oui. Je voudrais que vous... connaissez l'histoire de Y en a marre. Non, mais il faut quand même conclure. Mais vous avez été des spectateurs. Vous n'avez pas rétabli la vérité en tant que journaliste. Sur l'affaire Lamine Diack, tu avais écrit, en reprenant l'article du Monde, tu avais écrit que le Monde avait dit, c'était le Figaro qui avait dit que Y en a marre, non, que Lamine Diack a dit qu'il avait soutenu des mouvements de jeunes. Tu as repris le même article en citant Y en a marre, alors que l'article original n'avait pas cité Y en a marre. Donc, il y a problème. Donc, finalement, nous avons un véritable problème avec nos médias. C'est ça la vérité. Et que tant que les médias ne travaillent pas pour être autonomes financièrement, ils seront à la remorque des partis politiques. C'est ça la vérité. Tant que les médias ne cherchent pas à être autonomes, ils seront à la remorque des partis politiques. Donc, il faut quand même
que dans ce pays, qu'on soit conséquent. Je suis journaliste parce que je suis convaincu que je suis un média. Un média, c'est quelqu'un qui est à distance. Le média, c'est l'équidistance. Je ne vous apprends rien. Vous avez fait les bonnes écoles, moi j'ai fait l'école du rap, etc., etc., etc. Merci. Mais pour moi, il me semble important qu'on dise la vérité parce que le peuple en a besoin. Sinon, la manipulation va être perpétuée. Merci beaucoup. Ahmed Bamba Fall. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. C'est Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Je suis cyberstratégiste et ex-conseiller technique du ministre de l'économie numérique et de la communication avec les tickets Yankoba Diattara et Moussa Bokar Thiam. Je remercie et félicite NDI et l'ensemble de ses partenaires parce que j'ai eu le privilège d'être l'interlocuteur direct de NDI au niveau du ministère quand j'étais conseiller technique cybersécurité et de travailler avec NDI sur l'ensemble de son programme. Donc c'est une occasion pour moi de les féliciter pour l'excellent travail, mais aussi de les remercier parce que nous, en tant que État, on a l'habitude d'être dans de 4 murs et on n'a pas l'avis extérieur de la société civile et des autres organisations. Ça m'a permis d'avoir vraiment c'est l'ensemble des avis extérieurs et des organisations. Maintenant, pour un peu revenir sur la désinformation, avant ça, peut-être parler un peu de l'activisme parce que il y a mon frère Foumalade qui en a parlé. L'activisme, c'est rien d'autre qu'une personne qui combat, qui fait une lutte pour une cause ou une idée, en donnant des contributions ici. Et comme il l'a si bien dit, je suis d'accord avec lui, c'est que l'activisme, on peut faire de l'activisme politique, comme on peut faire de l'activisme environnemental, dans la santé, etc. Donc, et l'activisme ne doit pas faire en aucun cas partie d'un parti politique. Et ça, c'est important. Maintenant, pour revenir à la désinformation, moi, je crois, parce que j'ai beaucoup aimé l'intervention de monsieur le ministre Sarr, il faut de l'alphabétisation numérique. Pourquoi je le dis? Il faut alphabétiser les personnes dans le domaine du numérique pour leur permettre aujourd'hui de savoir comment faire la recherche de l'information, avoir cette approche critique lorsqu'ils ont cette information-là et automatiquement avoir le réflexe de l'utiliser à des fins utiles. Je donne un exemple. Ayoba a tout de suite parlé de son fameux tweet pour la candidature du président Bassirou Diomaye Faye et on le félicite pour cela parce qu'il aurait pu automatiquement, lorsqu'il y a eu une mauvaise information qui venant d'une autre personne, automatiquement tweeter et au lieu d'aller chercher la bonne information. Et ça, c'est le réflexe qui manque aujourd'hui. Je m'excuse à nos journalistes, à nos influenceurs et à nos activistes. Et ça, c'est très important. L'autre chose, surtout par rapport aux réseaux sociaux, parce que je vais parler surtout par rapport à l'État, c'est que l'État doit arriver à réguler les réseaux sociaux. Pourquoi je le dis? Régulation, c'est pas restriction, c'est ce que les gens pensent, mais il faut que l'État puisse arriver à parler d'égal à égal avec les GAFAM et avec Meta. Je le dis par expérience, parce que j'ai eu le privilège d'être le représentant de l'État avec TikTok sur l'ensemble des interactions qu'on a eues ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, il faudrait que l'État puisse avoir ce monopole-là pour parler d'égal à égal avec ces géants de réseaux sociaux. Et ça va même vous aider, M. Gueye, lorsque vous avez besoin aujourd'hui qu'on puisse enlever des postes, de savoir quel est l'interlocuteur direct qu'il faudrait saisir pour pouvoir le faire, en rapport avec l'État. Donc, je vous exhorte même à aller discuter et aller parler avec le ministère de la Communication, des télécommunications avec aide du numérique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui sont là-bas et qui vont être continuées.
Je suis en phase sur la semaine nationale de la paix et du vivre ensemble. Parce que nous, quand on était, peut-être nos petits frères n'ont pas cette chance-là, mais nous l'avions quand on était petits. Il faudrait penser à mettre dans le curricula tout ce que vous avez dit, et même le numérique. C'est important. Nous, on faisait de l'éducation civique, morale, sanitaire. Il faudrait qu'on mette encore dans ce curricula-là de vivre ensemble et tout ce qui est dans le domaine numérique. C'est important d'avoir cet observatoire-là. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir des données à nous dans des domaines précises et pertinentes. Même les pays qui ont des lois et une législation assez outillée par rapport à la lutte contre la désinformation ont ces observatoires-là. Pourquoi pas nous? Il faut avoir ces observatoires-là qui nous permettent aujourd'hui d'avoir les données et d'avoir même des scénarios et des bonnes pratiques que les autres utilisent pour les utiliser au niveau de notre pays. C'est très important. Voilà, il y a mon frère Lisa qui me regarde pour ne pas durer. Voilà les quelques observations que je voulais donner par rapport à la désinformation. Et dire aussi, Lisa, que certes, on a la désinformation là, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont surtout dans la mésinformation et la malinformation. Les gens utilisent ce que une personne a dit. Quand je le dis parce que je voulais mal faire. Les gens peuvent l'utiliser, véhiculer cela parce qu'ils ne savent pas que c'est faux. De bonne foi, de très bonne foi. Ça aussi, ça fait partie des aspects qu'il faudrait essayer de voir et de voir comment corriger cela parce qu'on en a beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Ahmad Bamba Fall. Et les gars, s'il vous plaît, en fait, si je tape sur le micro, ça veut dire que vraiment votre temps est épuisé pour ne pas avoir à vous le dire. Donc, diplomatiquement, si je tape sur le micro, merci de comprendre. Donc, je donne la parole à Babacar Fall du GRADEC. Merci beaucoup, Ibrahim. Je ne serai pas quand même aussi long que mes prédécesseurs. Bon, mais juste pour féliciter en fait des différents présentateurs et me réjouir de cet atelier. Le thème sur la désinformation est vraiment donc très intéressant. Parce qu'en fait, le contrôle de l'information est aujourd'hui un enjeu de pouvoir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit dans les milieux politiques, diplomatiques, militaires, économiques, etc., vraiment, c'est une pratique aujourd'hui donc qui a cours. Je me souviens lorsqu'on était plus jeune, lorsqu'on suivait donc avec beaucoup de passion ce qui se passait, disons donc au Vietnam, etc. On voyait comment, par exemple, l'administration américaine, disons, tronquait et présentait un peu, disons, la guerre. Parce que, par exemple, il y a, disons, par exemple, 50 jaïs qui sont, par exemple, aujourd'hui éliminés par donc les soldats du Vietcong. On changeait l'information vraiment pour donner l'inverse, etc. Bon, ça, c'est des pratiques. C'est pourquoi je dis que c'est un enjeu de pouvoir. Alors, donc, c'est dans tous les milieux, ça court. Alors, pour donc revenir donc, sur l'exemple du Sénégal, on a connu donc, je pense que cette question, justement, dans le domaine électoral. Je me souviens, en 2012, par exemple, il y a une information qu'on a balancée comme ça. C'était lors donc, de la cité Chongru, donc qui a été organisée donc, à l'époque, je crois, donc, par le COST. Et alors, on donne une information comme ça en disant, par exemple, le jour du scrutin, qu'il y avait, disons, un bureau de vote fictif qui était installé dans les locaux au siège du Parti démocratique sénégalais. Et ça a créé vraiment beaucoup de tension. Alors, les gens se sont dit il fallait justement faire quelque chose immédiatement. Alors, on a dépêché le président Mazidé et par Sambarido, qui était membre de la Sénat, qui se sont déportés pour aller à la permanence du PDS.
Et lorsqu'ils sont venus à la permanence du TDS, il n'y avait même pas de nombre de chars. C'est pour dire que ce type d'information, par exemple, s'il était vraiment véhiculé en plus, ce que ça pouvait, disons, dans un contexte électoral tendu, en 2012, c'est que cela pouvait créer, disons, donc, comme tension, comme émeute, etc. Alors, en 2024 également, lors de cette élection, parce que justement on parle de l'information électorale, il y a eu sur la question du fichier beaucoup de informations. On a eu, je pense que donc, il y a une personne peut-être, bon, c'est de bonne foi ou de bonne foi, qui a publié une information en disant que non seulement le fichier était piégé, mais qu'il y avait en fait de gros risques que pratiquement plus de 2 millions, pratiquement 500 000 électeurs soient vraiment donc empêchés de voter. Et il y a eu beaucoup de manipulations qui ont été avec ce fichier. Et même sur la question des tâches, on a vu également l'information qui a été véhiculée par de 1500 000 personnes qui avaient été défigurées sur le fichier électoral. Bref. Mais au bout du compte, on s'est rendu compte qu'en fait, toutes ces informations étaient des informations donc erronées et fausses. C'est pour dire en réalité que la question de la désinformation mérite vraiment donc conséquence afin de lui trouver vraiment donc des solutions. Et c'est là où justement donc j'abonderai dans le même sens donc mon grand frère Bassirou Sarr en termes disons donc de solutions proposées par rapport disons donc à la responsabilité des médias, à également une question comme la vérification des informations et surtout la formation des professionnels donc des médias, afin que justement vraiment qu'on n'ait pas, surtout dans le cadre donc électoral, à disons donc connaître des pratiques de désinformation qui peuvent changer le cours des choses et vraiment créer des situations vraiment qui peuvent installer le chaos donc dans un pays. Je pense que sous ce rapport-là, il faut, je pense, travailler à former les médias, à former également donc en tout cas toutes les personnes qui interviennent donc au niveau des médias, afin que justement au niveau donc des élections, vraiment que les bonnes informations soient vraiment livrées aux citoyens. Merci beaucoup. Il a tapé le micro. Donc, je passe la parole à Elimou Faye. Voilà, merci. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier les responsables de NDI pour nous avoir associés à cette réflexion. Je crois que cette approche inclusive mérite d'être soulignée parce que je retrouve des gens de Saint-Louis, de Ziguinchor qui sont un peu aux antipodes de Dakar et ça va nous sortir un peu du microcosme Dakar où les gens pensent que le monopole de la vérité. Je parle sous le couvert de je dirais pas mon grand, mais mon maître Bassirou, donc qui m'a formaté à la fois intellectuellement et idéologiquement. Donc je parle aussi sous le couvert de mon ancien professeur de grammaire historique, Awa Ndiaye, donc qui m'a enseigné la grammaire historique à l'université. Donc je retrouve un parterre d'intellectuels, de journalistes, et c'est un peu tout ce qui fait le charme de cette rencontre. Pour en revenir au thème, moi je dis que je ne sais pas s'il y a des gens du CCI ou des écoles de journalisme, parce que le problème de fond, c'est qu'il faut un peu revoir notre relation à l'information. Donc, classiquement, les gens se considéraient pour qu'il y ait une communication. Il fallait un émetteur qui renvoie le message. Moi, je crois que maintenant, il y a une multitude d'émetteurs. Parce que autour de moi, quand on me dit qu'il y a une telle information, moi, en tant que journaliste, le réflexe, c'est de voir quelle est la source. Mais je suis un peu isolé parce que ce réflexe-là n'est pas pour tout le monde. Parce que les gens pensent maintenant que quand une information de TikTok ou d'autres médias sociaux, tout de suite c'est la vérité publique.
Et c'est pas ça. Et c'est pourquoi il serait bon, Bassirou l'a souligné, que même au niveau des médias, que les gens puissent avoir. Je vois que, pour ne pas le citer, au niveau de France 24, il y a une émission Info ou Infox, où les gens se démontrent un peu le mécanisme de désinformation qui sont qui sont le fait de groupes organisés, hein, c'est pas une personne, mais de groupes organisés qui, à dessein, font de l'infox pour des buts idéologiques, des buts géopolitiques, etc. Il faut voir un peu ce qui se passe entre la Russie et certains pays occidentaux. Donc, pour te dire que l'infox peut être vecteur de violence ou vecteur de guerre. Donc, il faut aussi qu'au niveau des écoles de journalisme, qu'on puisse enseigner aux gens maintenant qu'il n'y a pas une seule manière de vérifier l'information. Donc, et les réseaux sociaux, je me demande s'il faut les classer par rapport aux médias de masse ou par rapport à d'autres types de médias. Donc, je crois que ce travail-là doit être fait. Autre chose, maintenant, on a parlé, Bass toujours parle de responsabilité des médias. Je crois que maintenant, en matière d'information, ce ne sont pas seulement les médias qui doivent avoir cette responsabilité, mais beaucoup plus d'acteurs, parce que les médias n'ont plus le monopole de l'information. C'est aussi une réflexion à mener pour que l'éthique et la déontologie qui sont enseignées au niveau des écoles du journalisme puissent aussi être partagées parmi d'autres acteurs qui sont aussi dans l'information. Je vais terminer par une recommandation. Moi, je suis ici peut-être en tant que coordonnateur de journalistes à Kaolack, mais professionnellement, en fait, mes fonctions sont de chef de bureau du Soleil à Kaolack. Moi, je me suis rendu compte que lors des élections présidentielles passées, seule la RTS ou dans une moindre mesure, l'APS a été de moins, alors que tous les autres intervenants, ils sont dans la couverture de la campagne, mais avec des moyens de bord. Et souvent, ces moyens de bord te mettent un peu à la merci du candidat ou du groupe que tu accompagnes. Donc, par réflexe, la couverture, toute l'activité nécessaire. Et je prie, en fait, je souhaite que des organisations qui interviennent dans l'accompagnement des médias dans les élections comme NDI puissent un peu accompagner le CNRA à trouver des moyens pour que tous les intervenants, tous les médias qui interviennent au niveau des élections puissent avoir aussi des moyens qui leur permettent un peu d'être plus objectifs par rapport aux candidats ou par rapport à la couverture. Merci. Merci beaucoup, Eliman, qui est chef du bureau de Soleil à Kaolack, dans la zone centre. Donc, je vais donner la parole à Ibrahim Gueye, son voisin de table, hein, c'est ça. Merci. Je m'appelle Ibrahim Gueye. Je suis le secrétaire général du Sud-Est, du syndicat des enseignants. Et par ailleurs, je suis le premier secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, que je représente aujourd'hui. Et je voudrais justement commencer par une revendication syndicale. Si véritablement on pouvait revoir la climatisation, je vois beaucoup de gens. Au moins. C'est le syndicaliste là. C'est ça le rôle des syndicats. Oui, c'est le syndicaliste qui parle là. Et l'important, c'est que justement, quand on est activiste, et laisse-nous au fond d'or. Oui, parce que là, j'ai constaté que les gens étaient très calmes. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le froid.
Alors, merci beaucoup pour le NDA. Merci donc de nous avoir invités. Merci. Moi, je pense que nous avons un problème. La question de la désinformation, c'est parce que tout simplement, avant, l'accès, la possibilité de donner une information était effectivement réduit à des professionnels et à des supports. Aujourd'hui, l'explosion des réseaux sociaux a fait que tout le monde aujourd'hui peut partager une information. Et fondamentalement, sur son lit, en chemin, dans sa voiture, tout le monde aujourd'hui peut partager une information. Les grandes places, c'était réduit à c'était quelques personnes. Aujourd'hui, le monde est devenu véritablement un grand. Parce que tout simplement, tout le monde peut partager des informations et ces informations sont accessibles à tout le monde. Ce qui donne à certains le courage qu'ils n'avaient pas de pouvoir peut-être s'adresser directement aux gens, puisque derrière le clavier, il est possible aujourd'hui de donner, de s'attaquer et de diffuser ce que nous voulons. Je le dis parce que, en tant qu'enseignant, nous avons tous quel encadrement aujourd'hui nous avons par rapport à nos enfants? Quelle éducation donnons-nous aujourd'hui à nos enfants? C'est sous cet angle, moi, que je voudrais aborder la question de la désinformation. À la maison, à l'école, vous éduquez vos enfants. Vous leur dites ce qui est interdit. Vous leur dites ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas insulter. Mais quand à la télé, avec vos enfants, vous regardez un film où les acteurs insultent, l'enfant se tourne et vous regarde. Cela veut dire quelque chose. Quand dans la rue, il entend des adultes insulter, quand dans les réseaux sociaux, il voit des choses qui sont interdites, cela veut dire quelque part, nous ne prenons pas le temps de voir qu'aujourd'hui, nos enfants vont grandir avec une idée qu'il n'y a plus de règles, tout simplement. L'autre élément qui me semble important, c'est que la désinformation, mais parasite et change totalement le choix des individus, puisque ce choix est basé sur l'information reçue. Ce que nous avons connu au Sénégal, quand même il faut le dire, et quand j'ai eu le thème, j'étais très heureux parce que je me suis dit, enfin, les gens vont crever l'abcès. Parce qu'il y a deux éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est le rôle de ce qu'on appelle les journalistes dans la gestion de l'information. Mais l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, nous ne reconnaissons plus qui est journaliste et qui ne l'est pas entre blogueurs, chroniqueurs, journalistes, activistes, ou je ne sais plus encore quoi. En vérité, les gens aujourd'hui sont au centre de notre attention et nous forcent à les écouter, et même s'ils disent des choses qui, entre parenthèses, ne me semblent pas très catholiques ni musulmans d'ailleurs. Mais je considère, en vérité, le fondement, parce que la désinformation, elle est intentionnelle pour évidemment changer l'attitude de quelqu'un et l'amener à avoir un comportement que l'on souhaitait. Face à un problème. Et je crois que si nous ne prenons pas garde, et c'est par là où je vais terminer, d'abord en assurant à nos enfants et dans nos propres familles un encadrement du point de vue de la consommation de l'information, nous risquons véritablement dans quelques années, dans ce pays, de voir des choses que personne ne souhaiterait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ibrahim Gueye. Et donc, je donne la parole à la présidente Ndiaye pour clôturer la première liste d'intervenants.
Merci beaucoup, Ibrahim Ali Faye. Et je voudrais d'abord, si tu me le permets, remercier le NDI qui a bien voulu inviter l'ONP et lui dire vraiment notre intérêt à cet atelier qui nous semble très très important. C'est vrai que nous y étions engagés en tant que commission de protection des données parce que c'est tout à fait normal quand on parle de désinformation, la protection des données personnelles soit vraiment dans le débat et partie prenante à ce débat. Et je vais très brièvement rappeler que nous avons toujours fait en sorte de favoriser l'émergence d'un citoyen numérique, c'est-à-dire justement d'un citoyen qui à la fois veille à la sécurité et à la confidentialité de ses données, mais également connaît ses droits en matière de protection de ces données. Donc, ce citoyen numérique, à mon avis, il était au centre en tout cas, de nos préoccupations. Je vais le dire tout de suite, moi je ne crois pas en la régulation des réseaux sociaux. Je ne pense pas que l'État puisse le faire. Je pense que ça aboutirait à quelque chose que personne ne veut, qui serait vraiment nier une certaine liberté d'expression. Donc, moi, je pense plutôt à l'éducation des citoyens pour qu'ils puissent prendre en charge justement leurs données personnelles, mais également être conscients de l'importance de l'information et savoir comment se tenir face à l'information. Mais également, cette conscientisation des populations doit aller de pair avec la responsabilisation des médias. Je vais y revenir. Aujourd'hui, je parle plutôt en ma qualité de présidente de l'Observatoire national de la parité, puisque c'est en cette qualité que j'ai été invitée. Tout le monde sait que l'Observatoire national de la parité est chargé de suivre l'évolution de la loi sur la parité, de suivre et de veiller donc à ce que cette loi soit correctement mise en œuvre et d'alerter par rapport à la non prise en charge de cette loi partout où il se doit, c'est-à-dire dans toutes les institutions qui sont électives ou semi-électives. L'ONP également est chargée de veiller à ce que la légalité, et quand on parle d'égalité, on parle plutôt d'équité en matière de chance et d'opportunités entre les hommes et les femmes, soit une réalité dans notre pays. Et là, je rassure tout de suite les qui disent, le Sénégal n'a pas pour vocation de s'établir en matière d'égalité entre les hommes et les femmes à proprement parler, mais son problème et son objectif, c'est de faire en sorte que les chances qui sont celles des hommes dans toutes les sphères, que ce soit politique, économique, environnementale, sociale, agriculture, etc., les chances que l'on donne aux hommes, on puisse également retrouver ces mêmes chances pour les femmes, pour qu'elles puissent participer de manière égalitaire au développement du pays. Revenons maintenant sur la désinformation. Il est évident que le problème de la femme en politique est un problème délicat, sensible, et le problème de la désinformation vient accentuer ce caractère. L'Union africaine a fait une étude et a établi que 59% de femmes impliquées dans la vie politique dans les États africains, 59% de ces femmes-là sont victimes de désinformation, de harcèlement et d'attaques verbales en ligne dans les médias, etc. Donc, on le voit tout de suite, le problème est réel. Et je voudrais remercier Madame Penda Faye, Nina Penda Faye, pour l'exposé de tout à l'heure, qui a été très, très concret en même temps et en même temps très réel et réaliste. Donc, ces attaques contre les femmes dans le milieu politique a une conséquence claire et nette. C'est que ces attaques limitent la participation des femmes. Ces attaques
obnubile la mise en œuvre véritablement des compétences et la mise à jour de leurs compétences dans la sphère politique. Ces attaques-là affectent surtout la qualité de notre démocratie. Parce que qu'on le veuille ou pas, et qu'on le dise ou pas, qu'on l'accepte ou pas, une démocratie, c'est dans une société. Et une société, c'est entre les hommes et les femmes. On ne peut pas parler de société si on ne met pas en place des dispositifs aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc dire que les hommes ont tous les droits, ils ont le droit d'être incompétents, ils ont le droit d'être mal formés, ils ont le droit de dire n'importe quoi, mais lorsque c'est une femme, c'est un délit, elle a un problème à régler. Donc ce problème-là est un véritable problème de société. Moi, je voudrais juste poser une question. On parle très souvent de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils exagèrent et ils donnent de l'ampleur à la désinformation. Mais moi, je me demande si cette désinformation ne vient pas des médias tout court. Mon camarade de table, monsieur Gay, je crois, vient de le dire. C'est vrai que les médias propagent, parce qu'ils partagent, les réseaux sociaux partagent, donc ils propagent, ils accélèrent la désinformation. Mais ça part de quelque chose. Et ce quelque chose-là, si on l'analyse, très souvent, ça part des médias. Moi, je pense que la place et le rôle des médias doit être véritablement un problème que nous devons prendre à parler. Et pas seulement les médias en eux-mêmes. Je pense que tout seuls, ils ne peuvent pas prendre ce problème à bras le corps. Nous avons le code de la presse, mais ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Et il faut que les gens sachent qu'il y a des professionnels de la presse et il y en a qui ne le sont pas. Or, aujourd'hui, le paradoxe dans notre pays, c'est que ceux qui ne sont pas des professionnels de la presse, ce sont eux les stars des médias. Donc, il y a quelque part un contraste et une contradiction qui est là et qu'il faut absolument accepter de prendre en charge. Pourquoi vous, les journalistes professionnels, vous acceptez de vous mettre en retrait par rapport à ces animateurs qui analysent, je dis bien qui analysent des problèmes de société extrêmement importants à leur manière, sans y être formés? Vous l'acceptez, et les populations, bien sûr, c'est ça qu'elles entendent. Et parce que c'est fait au travers des médias, elles l'acceptent et elles gobent ces informations, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y a personne à côté pour leur dire attention. Parce que ces personnes à côté pour leur dire attention et remettre les choses en perspective, ce devraient être les professionnels des médias. Moi, c'est un problème que je me pose tous les jours lorsque je vois dans les télévisions des animateurs qui n'ont aucune formation, mais qui s'érigent en donneurs de leçons. Je ne veux dire du mal de personne, hein. Je constate simplement. Ça, ce n'est pas acceptable. La désinformation, elle met là du grain à moudre, et les réseaux sociaux, évidemment, s'en emparent et propagent et accélèrent cette désinformation. Donc moi, je voudrais vraiment que le problème des médias, des professionnels des médias, soit posé de façon courageuse par les professionnels des médias et par également tous ces mécanismes qui existent, que sont le CORED, le CNRA. C'est aussi leur travail d'interroger, de mettre le holà, de faire quelque chose contre ça. Je vous remercie et je suis vraiment désolée si j'ai fait du tort à qui que ce soit. Bon, comme c'est l'unique dame aussi qui s'est inscrite, je voulais lui laisser le temps de dire ce qu'elle a à dire. Hein. Donc, c'est une ségrégation politique. Voilà. Voilà. Bon, j'admets, hein, c'est moi qui donne le micro, donc je lui ai laissé le temps. Maintenant, j'espère que je ne vais pas me faire taper les doigts par les autres. Ok. Bon,
On est quand même dans les temps, là, il est moins 10, 14h moins 10. Et là, il était prévu qu'on boucle à 14h. Je ne sais pas si on peut donner la parole à 2 ou 3 personnes, ou bien on demande aux panélistes de répondre directement aux questions. Peut-être Kumba, rapidement, après, et Kumba et Djali. Donc, vous avez 2 minutes chacune. Hein, comme c'est les dames, on leur donne 2 minutes. Rapidement, vous répondez après. Hein? Non, c'est juste une liste complémentaire. Hein? Ah, mais Lisa. Bon, on prend une troisième et c'est fini. Vous avez chacun 2 minutes. C'est 3 bon? minutes. Merci. De toutes les façons, moi, tu ne vas pas m'interrompre parce que je vais dire jusqu'à ce que je termine. On se connaît. On se connaît. Moi, depuis tout à l'heure, on parle des informations, mais il y a un aspect sur lequel on n'a pas trop insisté. C'est les coupures d'Internet. Il y a un régulateur qui est là, un monsieur qui fait partie de la régulation. Il faut qu'on parle de cet aspect de coupure d'Internet. C'est de la violence qui est faite aux populations. On ne peut pas avoir dans ce pays-là parler de régulation, parce que vous avez prôné la régulation. Oui, il faut réguler. Ce qu'il faudrait d'abord réguler, c'est le fait que l'État prenne Internet comme un interrupteur de lumière. De réguler tout ce qui est désinformation, mésinformation et autres, il faut d'abord que l'État, qui est le souverain, l'entité qui chapeaute tout le monde, soit déjà en règle et ne soit pas en porte-à-faux avec les libertés individuelles. On a parlé de liberté d'expression, de liberté individuelle, de démocratie, de droit à l'information. Ça passe d'abord par avoir accès à l'Internet. L'Internet est devenu une denrée de première nécessité. D'ailleurs, dans les négociations pour réduire l'eau et le riz, le sucre et autres, il y a des négociations pour la réduction de l'accès à Internet parce que c'est une denrée de première nécessité. Aujourd'hui, les entreprises fonctionnent avec Internet. Nous fonctionnons avec Internet. Le secteur informel fonctionne avec Internet. La politique fonctionne avec Internet. Il faudrait d'abord qu'on mette l'accent aussi sur cet aspect de coupure d'Internet. C'est un précédent dangereux que le Sénégal a connu. Nous étions les bons élèves en Afrique. Aujourd'hui, si la Gambie s'est permis de nous faire une lettre de protestation, c'est parce qu'on a coupé Internet dans ce pays-là. Et ça n'aurait jamais dû arriver. C'est un précédent dangereux pour les libertés individuelles et les libertés d'expression surtout. Internet a été un moyen de catalyser les mouvements citoyens, les mouvements de contestation et surtout de dynamiser l'expression de l'opinion publique des uns et des autres. Si on coupe Internet, ça devient très grave et là, on ne parlera même plus de régulation, on parlera de censure. C'est pourquoi moi, le mot régulation, j'en ai très peur. On n'est pas arrivé à une maturité de nos autorités politiques pour que la régulation ne vise pas à la censure. Merci. Les présentations, c'est important. Je m'appelle Jali Badian. Bonjour, merci pour l'invitation. Je représente ici Westaf News et Amadou Tidianti. Mon nom c'est Kumba Sila. Je suis journaliste, tactiqueuse, formatrice. 2 minutes c'est court. Je voudrais m'assurer d'abord que nous comprenions les concepts désinformation, mésinformation, malinformation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Désinformation, c'est le pot commun. Désinformation, c'est le pot commun. On met tout dedans. La mésinformation, quelqu'un l'a dit, c'est quand on se trompe de bonne foi. Le président Macky Sall a été réélu en 2024. Tout le monde sait qu'il n'a pas été réélu, qu'il n'est pas au pouvoir. Je peux dire ça, je me trompe. Ah, vous voyez, elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Je me suis trompée. Je voulais parler de Bassirou Faye, j'ai dit Macky Sall. Bon, je reconnais que je me suis trompée. Ça s'arrête là. Désinformation, c'est intentionnel, mais on ne peut pas savoir l'intention si c'est pas véhiculé, si on ne sait pas la finalité. La source est importante. Malinformation, ça peut être. Ce sont des choses qui sont peut-être vraies, ce sont des choses qui sont vraies, mais ça n'a rien à faire sur la place publique. C'est vraiment dans l'intention délibérée de faire du mal à quelqu'un à qui on en veut. Dans ce cadre-là, on peut ranger les revenge porn, tout ce qui est... on utilise le téléphone de quelqu'un
on divulgue ces données. Ouais. Voilà. Et j'ai l'impression d'être ici un peu au tribunal, c'est le procès de la presse ou des journalistes ou des médias. Je suis journaliste. Tout ce que vous avez dit concernant la presse, vous pouvez regarder d'autres secteurs, ça existe. Vraiment. Et on prête trop à la presse, en fait. Si je vous dis le lion est mort, vous allez comprendre que j'ai dit que le gros félin s'est endormi, c'est à qui la faute. Moi, j'ai écrit que le lion est mort. Si vous avez compris par lion gros félin, vous êtes responsable de ce que vous avez compris. C'est vrai que notre responsabilité, c'est de dire les choses le plus clairement possible. Cette question de désinformation, mésinformation, malinformation, elle est vraiment complexe. Moi, j'ai tendance, quand je fais des formations avec des jeunes, je leur demande de se mettre à la place de se considérer comme journaliste et de se mettre à la place du public. Et souvent, le regard change, la perspective change, ou de considérer que telle personne qui est victime de telle chose est membre de sa famille, plus la personne cible est proche, plus il y a de l'empathie, les réactions changent. Ce que moi, je pourrais proposer et qui peut permettre de prendre en charge beaucoup de choses, c'est de considérer que les solutions à tout ce problème vaste, c'est comme les 5 doigts de la main. On parle beaucoup d'éducation aux médias. Moi, je propose de l'éducation au fact-checking. Je suis fact-checkeuse. Quelqu'un dit quelque chose qui m'intéresse, mais qui m'interpelle. Je veux vérifier ça. Qu'est-ce que je fais? Je contacte la personne qui a parlé. Mais on va me fermer la porte au nez. Je ne peux pas avoir sa version, je ne peux pas avoir sa source. Si je suis mal intentionnée, je vais broder. C'est ça qui arrive. Pourquoi vous tapez sur les journalistes et vous ne voulez pas leur parler? La nature a horreur du vide, quelqu'un l'a dit. Éducation au fact-checking, éducation à l'information. On a beaucoup entendu parler de l'information. Ce qui se passe, ce qui est tout n'est pas de l'information. Moi, je dis fausse nouvelle. Je ne dis pas fausse information. Parce qu'à l'école, on a appris pour qu'une information soit appelée information, il y a un processus. Il faut que ce soit recoupé, vérifié, et que ça passe par les canaux nécessaires pour arriver au public. Et il y a l'intérêt du public derrière. Lisa Païla souligné. Nous travaillons pour quoi? C'est pas pour nous construire des châteaux, hein. C'est pas pour rouler dans des 4x4. Peut-être qu'il y en a. Je ne suis pas venu au journalisme pour ça. Et c'est pas ça qui m'y a amené. Donc, l'intérêt du public, pour l'éducation au fact-checking, l'éducation à l'information, à la technologie, il en a été question. Pourquoi beaucoup de mes informations passent par quelque chose comme WhatsApp? Et on va dire, ah, mais vous avez entendu, le Mpox revient, mais ce qu'on ne nous dit pas, je suis au 3e doigt de la main. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que là, il peut guérir ça et on va encore nous fatiguer. Quelqu'un va voir ça, il va transférer. Ah, on m'a dit ça, hein. Peut-être que ça va marcher. Essayez, vous verrez. Éducation, je répète au fur et à mesure, éducation au fact-checking, à l'information, à la technologie. 4e loi, éducation à la responsabilité. Vous pouvez rigoler parce qu'il y a des choses dedans qui vont jouer sur vos enfants. Éduquez vos enfants. Apprenez-leur que ce n'est pas bien d'insulter, même s'ils entendent déjà insulter, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont les bases solides pour ça. Éducation, enfin, à l'empathie, j'avais évoqué ça déjà. Si on se considère comme cible, si on se met à la place des autres, il y a des choses qu'on ne va pas faire ou qu'on ne va pas laisser passer. Je pense que ça, c'est vraiment ma condition. C'est l'empathie qui sauvera le monde et qui nous aidera à atténuer la désinformation. Koumba Sylla, journaliste ancienne de l'AFP, Agence Presse. Non, je suis... Oui, j'ai dit ancienne de l'AFP. J'ai bien dit ancienne de l'AFP. Les journalistes consultantes actuellement. Donc, le dernier intervenant, vous présentez, vous avez 2 minutes. Et 2 minutes chrono. Vraiment. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Cheikh Yanbay. Je suis jeune leader politique, je dirais. Donc, j'ai fait le programme de leadership politique avec la Fondation Friedrich Ebert et je suis avec aussi mes camarades LG Pau. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la source de l'information parce que quand on parle d'information, on parle de source.
Donc, la crédibilité d'une information, ça dépend de la source. Donc, quelle est la source qui est autorisée pour avoir une bonne information? Là, c'est une question. Et on a parlé des réseaux sociaux, mais il faut savoir que ce qu'on donne dans les réseaux sociaux, c'est de l'information. Mais c'est une information mal traitée. Donc, il va falloir que les professionnels de l'information forment les gens qui travaillent sur l'Internet, les influenceurs, parce que quand on choisit un influenceur pour faire une campagne de sensibilisation ou bien d'information, il faut savoir sélectionner l'influenceur idéal, parce que il faut savoir quel type d'influenceur voilà, à choisir pour une cause noble. Voilà. Et par rapport au filtrage des messages, avec des algorithmes de filtrage, il faut travailler avec nos langues nationales pour pouvoir détecter des discours haineux. Ce qu'on voit dans les commentaires, les gens ils utilisent des mots voilà, des fois déplacés. Donc, c'est ce que je voudrais dire pour l'instant. Et je remercie ma sœur, ma grande sœur Nina. Elle a donné une très bonne citation concernant la nature à horreur du vide. Et c'est ce qui est actuellement visible, parce qu'on voit les journalistes ont perdu le monopole de l'information. Donc, l'information est laissée en rade, est laissée pour compte aux influenceurs. Donc, il faut travailler avec les influenceurs, les former. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'était le tout dernier intervenant. J'ai ici une note que je partage rapidement avant de passer la parole aux panélistes qui auront chacun 5 minutes, pas plus. Une minute, oui, mais vous limitez à ça. Une minute. C'est-à-dire, ma sœur Djali a l'habitude de le dire, et je le dis encore devant tout le monde, il n'y a jamais eu de coupure d'Internet. Il y a eu des restrictions sur les données mobiles. Il y a une nuance. Ceux qui avaient Wi-Fi et ou se connectaient par rapport au satellite pouvaient avoir Internet. Maintenant, quelle est la cause de tout ça? Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Quelle est la cause de tout ça? Quelle est la cause de tout ça? Quelle est la cause de tout ça? C'est à cause de cette désinformation-là. C'est à cause des messages haineux. Même si c'est toujours déplorable d'en arriver à cela. Et on espère qu'avec ces genres d'initiatives, en rapport avec le gouvernement du Sénégal, qu'il puisse ne plus y avoir ces genres de choses. Mais il n'y a jamais eu de coupure d'Internet. Merci. Merci beaucoup. En fait, oui, non, laisse-moi te dire qui Yali. Mais cher Bamba, en fait, ce qu'il faut quand même aussi reconnaître, c'est qu'il y avait bel et bien coupure d'Internet. Oui. Non, il ne faut pas jouer sur les mots. Non. Parce que quand on coupe l'Internet mobile, Internet. Il y avait des restrictions de données sur le fixe. Il y a eu. Non, je suis désolé. Non, je suis au non, je clôt le débat par rapport à ça. C'est quand même, la réalité, c'est qu'il y avait une coupure. Non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Je suis au